Bonjour à tous, ce soir nous sommes à Pompéi. Le soleil n'est même pas levé, mais déjà vous sentez le poids du marbre tiède sous vos sandales. L'air est calme, un peu moite, et tout est encore endormi, sauf vous. Vous avancez lentement dans une ruelle pavée où les murs rouges délavés des maisons parlent d'un monde qui n'a pas encore tout à fait disparu. Un chat famélique traverse devant vous, puis disparaît derrière un tonneau de vin renversé. Une senteur familière, pas désagréable, mais curieusement aigrelette, vous titille le nez. Vous êtes dans la Rome antique, ou plutôt dans l'une de ses plus célèbres vitrines, Pompéi. Une ville figée dans le temps, mais qui, pour vous, ce soir, reprend doucement vie. Et pas pour vous raconter ses drames, non, juste pour vous parler de dents et d'urine. Oui, vraiment. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. N'hésitez pas à écrire en commentaire d'où vous écoutez ce soir et quelle heure il est chez vous. Maintenant, éteignez les lumières, allumez le ventilateur pour une douce musique d'ambiance et profitons ensemble de notre balade du soir. Vous passez devant une boulangerie encore fermée. Une odeur de cendre et de mie vous caresse les narines. Le four n'est pas tout à fait éteint depuis la veille, mais le pain du matin est encore loin. Au loin, des sabots claquent. Ce n'est pas un centurion, juste un vendeur d'herbes fraîches qui se gratte le crâne sous une couronne de laurier un peu défraîchie. Vous le suivez un instant avant de bifurquer dans une ruelle plus étroite. Ici, tout est calme. Pas de cris, pas de combat de gladiateurs, pas de complot au Sénat. Seulement la vie romaine, dans ce qu'elle a de plus quotidien. Et parmi ces choses banales, il y a une question qu'on ne vous pose jamais à l'école. Comment les Romains se lavaient-ils les dents ? Les historiens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent que l'hygiène bucco-dentaire n'était pas une priorité pour la majorité de la population. D'autres rappellent qu'on a retrouvé des cure-dents en or dans des tombes impériales, ce qui, il faut bien le dire, est à la fois luxueux et légèrement inquiétant. Mais dans les faits, oui, les Romains se brossèrent les dents, et ils utilisaient parfois de l'urine. Vous tournez à gauche et vous retrouvez dans une cour ouverte bordée de colonnes. Des rideaux légers flottent dans le vent du matin. Dans un coin, une femme nettoie un petit miroir en bronze. Elle vous sourit brièvement, puis retourne à sa tâche. Vous continuez jusqu'à atteindre une domus tranquille, aux murs ornés de fresques rouge sang et ocre. La porte grince à peine quand vous l'ouvrez. À l'intérieur, c'est le silence. Seul le clapotis régulier d'une fontaine vous accompagne. Vous retirez vos sandales. Sans faire de bruit et avancez sur le sol de mosaïque en admirant un dauphin mal dessiné. Il a l'air légèrement ivre. Dans l'atrium, une lumière douce filtre à travers l'ouverture du toit. Une servante passe devant vous, portant une amphore légère sur l'épaule. L'eau glisse le long de sa tunique, elle ne vous remarque même pas. Vous vous faufilez à l'étage, poussé par une curiosité qui grandit lentement. Dans une petite pièce carrée, tout en haut, vous découvrez un espace intime. Un miroir, un peigne en os, un flacon d'huile de rose. Et sur une tablette de marbre, une brosse curieuse, faite de fibres végétales, liée par un fil de cuir. À côté, une pâte beige contenue dans une coupe. Vous vous penchez, et là, un homme, le maître de maison peut-être, entre en silence. Il vous parle d'un ton posé, comme s'il vous connaissait depuis toujours. « Tu veux essayer, hein ? C'est spécial. » Il prend la pâte et vous l'étale sur une brosse. Puis il vous tend l'objet. Vous hésitez. L'odeur est piquante, ammoniacale, mais pas désagréable. Plutôt comme un vieux fromage qu'on n'a pas le droit de juger. C'est du sel, un peu de poudre d'os et il marque une pause, urine de chèvre, vieilli. Vous souriez, bien sûr, vieilli. Et vous essayez. Doucement. Vous frottez vos dents, lentement, en cercle. Le goût est acide, mais vous ne crachez pas. Pas tout de suite. Il vous regarde, amusé. Il vous explique que dans certaines maisons, on préfère l'urine importée du Nord. Les Espagnols boivent plus de vin, ça rend leur urine plus forte, plus utile pour blanchir. Les historiens se demandent encore si cette croyance avait un fondement. Peut-être que l'acidité de certaines urines aidait vraiment à détacher les impuretés. Peut-être que c'était juste une obsession de riches. Vous vous rincez la bouche dans un bol d'eau tiède parfumée à la lavande, une délicatesse bienvenue. Puis vous vous asseyez, un peu hébété, dans un fauteuil bas. À travers la fenêtre, le soleil monte lentement. Et pour une raison étrange, vos dents vous semblent plus propres. Et pendant que vous contemplez vos dents dans un miroir un peu déformant, le monde continue de tourner.
Là, dans une ville figée pour toujours par un volcan, vous avez appris la première leçon du jour. Dans la Rome antique, même les routines les plus banales pouvaient contenir une touche de génie chimique ou de folie douce. Le miroir en bronze vous renvoie une image trouble, comme si le monde lui-même hésitait à se montrer trop clairement. Vos dents vous paraissent légèrement plus brillantes, même si votre langue vous signale avec diplomatie qu'un reste de saveur étrange persiste sur l'émail. Une note entre le vinaigre et les capres. Vous reposez la brosse sur la tablette de marbre avec soin, comme si elle pouvait s'envoler d'un coup d'aile, et revenir à une époque plus propre. Vous entendez des pas feutrés dans le couloir. Un enfant ricane à voix basse, puis une porte claque. La vie de la domus s'éveille. Dans l'atrium, on entend maintenant les éclaboussures de la fontaine plus nettement, comme si elle s'était mise à parler. La maîtresse de maison entre, drapée dans une tunique ivoire. Elle ne semble pas s'étonner de votre présence. Elle vous tend une autre coupe, cette fois remplie d'une pâte blanchâtre plus douce. Vous vous attendez à une explosion d'arômes, mais rien. Juste un parfum subtil de sauge et de sel. C'est pour les invités, vous glisse-t-elle. Pas d'urine, juste du charbon de bois, des coquillages écrasés et du miel. Mais moins efficace, tu sais. Elle se penche légèrement, approche sa bouche de votre oreille. Si tu veux vraiment briller, et elle vous montre une autre coupe, fermez celle-là. En bronze finement ciselé, décorée d'un motif de dauphin hilar. Elle l'ouvre lentement, et là, paf, une odeur vous monte au nez, plus forte, plus piquante, presque vive. Vous reculez d'un pas, les yeux plissés. Celle-ci est vieillie, 2 mois, au soleil. Son regard brille, presque complice. Vous n'osez pas demander, vous savez déjà. Urine de chèvre, d'âne, peut-être même humaine. Les Romains n'avaient pas de limite claire en matière d'expérimentation domestique. Pour eux, l'urine était un outil, pas un déchet. Et en plus, c'était gratuit. Les historiens s'interrogent encore sur l'usage exact de ces préparations. Étaient-elles réservées aux élites ? Ou bien les classes populaires y avaient-elles aussi accès ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a retrouvé dans plusieurs villas des petits récipients similaires, parfois accompagnés de cure-dents en bois, de plumes et de pierres ponces. Un nécessaire de toilette, version empire. Vous suivez la maîtresse de maison dans une autre pièce, plus ensoleillée. Elle s'assoit devant un miroir, prend un peigne, puis commence à brosser lentement ses cheveux. « Tu sais, dit-elle, on ne fait pas ça tous les jours. Juste avant les fêtes. Ou quand mon mari revient. » Son rire est bref, sec. Pas moqueur, juste réaliste. Vous l'observez préparer un autre mélange, cette fois en ajoutant une poudre gris-bleu qui vous fait éternuer à distance. Elle vous jette un regard amusé. Cendre volcanique, très utile pour absorber l'acidité. Puis elle se penche et commence à frotter ses dents doucement, comme si elle polissait une œuvre d'art fragile. Le mouvement est lent, presque cérémonial. En vous asseyant près d'elle, vous remarquez un détail curieux sur la table. Un petit rouleau de tissu, soigneusement noué. Elle le déplie pour vous. À l'intérieur, 3 outils en bronze. Une spatule, une petite pince et un grattoir arrondi. Pour les jours où il faut gratter un peu plus fort, murmure-t-elle. Vous n'osez pas demander ce que ses dents ont vécu pour justifier une telle trousse de guerre. Une brise entre par la fenêtre. Elle emporte un peu de la puissante odeur d'urine fermentée avec elle, comme un rappel que le monde romain n'avait pas peur de ce que nous rejetons aujourd'hui. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu une crème solaire à base de crottes de crocodile dans un musée égyptien. C'est pareil ici. Les frontières entre soins, croyance et pragmatisme étaient floues. Ce qui compte, c'est que ça marche. La maîtresse de maison vous demande soudain de l'aider. Elle vous tend un petit bol d'eau tiède et vous demande de lui rincer la bouche. Vous vous exécutez avec soin. Elle crache dans un pot, puis vous remercie d'un sourire presque royal. Puis elle prend une autre pâte, cette fois plus épaisse, parfumée à la menthe sauvage. « Pour l'haleine, dit-elle. Vous comprenez que la journée ne fait que commencer. Le brossage des dents n'est pas une simple étape d'hygiène, c'est un moment de soin personnel, presque spirituel. Et même si vous êtes encore troublé par l'idée de vous frotter les dents avec ce que d'autres appelleraient un déchet, vous commencez à comprendre. La logique romaine n'est pas la vôtre. Elle est directe, efficace et souvent implacable. Un dernier regard vers le miroir et vous repartez. Vos dents vous paraissent étrangement propres. Lisses presque, comme si elles venaient d'être polies par un artisan.
en descendant les escaliers, vous entendez la maîtresse fredonner une chanson que vous ne comprenez pas. Et dans votre bouche, le goût étrange s'estompe lentement, remplacé par quelque chose de doux, de fleuri, de propre. Et vous vous surprenez à penser, ce n'était peut-être pas si idiot. Vous quittez la maison avec un pas léger. Ou est-ce votre bouche qui vous donne cette impression de fraîcheur inédite, malgré l'ammoniaque encore présent dans vos narines? Vous marchez dans une allée ombragée où les mosaïques au sol racontent des scènes de pêche, de vin et de chats qui volent du poisson, une passion éternelle. Puis, au détour d'un portique, une odeur vous frappe, subtile au début, puis tenace. Un mélange entre le vinaigre aigre et la sueur de gladiateur après un combat. Vous vous arrêtez devant une amphore posée sur un petit socle en pierre. Elle n'est pas là par hasard. Personne ne laisse une amphore remplie de liquide dans la chaleur de Pompéi sans raison. À côté, un petit panneau en bois, gravé à la main, indique « Urina hispanica », ne pas boire. Vous riez tout bas. L'idée qu'il faille préciser ça est, en soi, un excellent indicateur de la Rome antique. Vous observez l'amphore de plus près. Elle est scellée par un couvercle de cire, ce qui signifie que son contenu est précieux. Et à votre surprise, elle est tiède. Une chaleur naturelle, douce, entretenue par les rayons du matin. Un passant vous repère, s'approche et vous adresse la parole. Il porte une tunique modeste, mais ses sandales sont neuves. Peut-être un commerçant. Il désigne l'amphore avec le menton. Celle-là vient d'Italica, en Hispanie, la meilleure. Vous le regardez, interrogatif. Pour les dents, bien sûr, ajoute-t-il, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Les gens croient que c'est à cause de leur vin. Ou peut-être des olives. Mais c'est surtout parce qu'ils laissent leur urine reposer. 3 semaines minimum. Les historiens se demandent encore si cette préférence pour l'urine d'origine espagnole avait un fondement chimique ou si c'était simplement une lubie de l'élite romaine. Peut-être une mode, comme aujourd'hui les savons au lait d'ânesse ou les soins capillaires à la bave d'escargot. Le commerçant continue, enthousiaste. Tu sais, l'urine vieille devient presque douce. Elle mousse. Et quand tu la mélanges à de la pierre ponce ou à de la cendre, ça fait une pâte qui nettoie tout. Les dents, les taches, les bijoux. Il se penche vers vous, dans un murmure complice. Une fois, j'ai frotté un bracelet en argent avec. Il est ressorti plus brillant que neuf. Il vous montre alors une petite boîte en bois, contenant un bâtonnet et une éponge. C'est pour se brosser. Vous comprenez que chacun transporte son propre nécessaire de toilette, un peu comme aujourd'hui on garde une brosse à dents de voyage dans un sac à dos. Vous êtes soudainement curieux de l'essayer. Pas tout de suite. Peut-être demain, ou jamais. Mais la possibilité existe. Et rien que ça, c'est déjà trop. Le commerçant reprend sa route, laissant derrière lui un nuage de menthe poivrée, ou était-ce juste son haleine retravaillée? Vous poursuivez dans la ruelle, qui s'ouvre soudain sur une petite placette circulaire. Au centre, une fontaine coule en chantonnant. Des enfants jouent à la marelle sur les pavés, tandis qu'une vieille femme leur crie des instructions depuis un balcon. Vous remarquez un détail curieux. À côté de la fontaine, un petit bassin annexe est fermé par un couvercle de pierre. Intrigué, vous vous approchez. Gravée dans la pierre, une inscription indique « Flumen aurum domesticum », littéralement « le fleuve d'or domestique », un nom poétique pour « une cuve d'urine communautaire ». Vous restez un instant figé. Ce bassin recueille les urines des passants ou de ceux qui n'ont pas accès aux latrines. Elles seront ensuite collectées par les travailleurs municipaux, appelés « fullones », pour être utilisées dans les blanchisseries et les ateliers. Les enfants jouent à quelques mètres de là, sans même s'étonner. Pour eux, ce bassin est aussi banal qu'un lampadaire moderne. Une vieille femme descend justement avec un pot de chambre, verse le contenu avec précaution, puis se redresse avec un soupir. Elle vous aperçoit et vous lance un regard plein de tendresse amusée. Tu sais, dans ma jeunesse, on disait que se rincer la bouche avec ça, c'était mieux que tous les encens du monde. Puis elle s'éloigne en boitant. Les historiens modernes confirment que l'urine, en raison de sa teneur en ammoniac, avait un pouvoir dégraissant, blanchissant et probablement antiseptique. Mais personne ne semble vraiment s'accorder sur son efficacité buccale. Était-ce utile, dangereux, délirant? Ce que vous comprenez, à mesure que vous explorez la ville, c'est que les Romains n'avaient pas nos tabous. Ce qui fonctionnait était utilisé sans trop de honte. Les odeurs, les textures, les origines, un détail. Vous vous asseyez sur le bord de la fontaine, pensif.
L'eau claire glisse entre vos doigts, contrastant fortement avec les effluves plus musclés du fleuve d'or. Dans un coin, un vendeur ambulant installe des fioles, des peignes et même des cure-dents faits d'ivoire ou d'écorce. Il vous salue d'un hochement de tête. « Tu veux quelque chose pour ta bouche ? J'ai du dentifrice gaulois, sans pipi, mais ça coûte plus cher. » Vous déclinez poliment, votre esprit flottant entre deux idées, la curiosité et l'hygiène. Et quelque part vous vous dites, peut-être que ce matin étrange, entre urine ibérique et miroir en bronze, vous a lavé plus que les dents. Les rues commencent à s'agiter. Des voix surgissent derrière les colonnes, des ânes tirent des charrettes chargées d'amphores, et les vendeurs de figues crient comme si la Rome entière allait mourir de faim si elle ne mangeait pas un fruit tout de suite. Vous avancez vers une ruelle plus étroite, attirée par une rumeur discrète, presque sensuelle, le murmure d'un bain en préparation. Une légère vapeur s'élève au-dessus d'un petit bâtiment aux tuiles ocre. L'entrée est modeste, mais les fresques délavées vous laissent deviner sa fonction. Un bain privé, réservé aux familles patriciennes. On vous invite à entrer. L'eau frémit doucement, et les murs sont ornés de motifs aquatiques, sirènes dodues, hippocampes en spirale, et une pieuvre qui semble faire un clin d'œil. Un homme s'avance, drapé dans une simple toge. Son nom est Marcellus, et son sourire a autant de rides que son front. Il vous salue comme un vieil ami, puis vous tend un petit flacon d'huile parfumée à la myrrhie. Vous l'ouvrez prudemment. Ça sent bon. Très bon même. « Tu vois, dit-il, avant de se plonger dans l'eau, on s'enduit le corps. Pas juste pour le plaisir, c'est stratégique. » Il commence à se frotter les bras avec une énergie surprenante. L'huile coule doucement sur sa peau, puis il saisit un objet en métal courbé, un strigile. Cet outil à mi-chemin entre une louche et un coupe-fromage est utilisé pour racler la sueur, la poussière et l'huile. Mais aujourd'hui, Marcellus ajoute quelque chose d'un peu particulier. Il trempe son strigile dans une bassine posée à côté. Vous reconnaissez immédiatement cette odeur, l'urine, pas celle d'un chat de gouttière. Non, une urine claire, filtrée, vieillie au soleil, presque noble. Il vous regarde en coin. C'est le secret de la vraie propreté. Le sel, l'acide, l'ammoniac. Tu n'imagines pas ce que ça retire de la peau. Vous hésitez. Il sourit. Tu peux sentir. Vous approchez votre main du strigile, curieux malgré vous. L'odeur est intense, mais pas ignoble. Une note étrange, comme du citron rance mélangé à du cuir neuf. Et, osons le dire, un fond de dentifrice au bicarbonate. Marcellus commence son rituel. Lentement, il passe l'outil sur sa peau huilée, ajoutant régulièrement un filet d'urine pour assouplir les couches d'impureté. La peau devient lisse, brillante. Il vous assure qu'après ça, même les moustiques glissent dessus. Les historiens débattent encore sur l'usage réel de l'urine dans les thermes. Était-ce une coutume marginale ou une étape généralisée ? Certaines sources évoquent des bains entiers, mélangés à des solutions ammoniacales. D'autres pensent que seuls les sportifs, les gladiateurs ou les nobles soucieux de leur image s'y adonnaient. Marcellus, lui, ne doute pas. Une fois, un général est venu ici. Il puait comme 10 chevaux. Je l'ai frotté à l'urina albus de mouton. En 1 heure, il sentait la rose. Vous avez envie de rire. Vous retenez un petit gloussement. Mais avouez-le, vous êtes tenté. Il vous tend un second strigile. Et vous voilà dans une salle tiède à vous racler le bras gauche avec une concoction que vous n'auriez jamais tolérée sur vos chaussures quelques jours plus tôt. Le métal est froid, mais l'effet est immédiat. Votre peau, débarrassée de sueur, de poussière, de honte peut-être, respire. Et vous aussi. Après le raclage, place à la baignade. Vous entrez dans une petite piscine chaude, accompagné d'autres clients qui ne vous posent aucune question. Ici, personne ne juge. Certains discutent de théâtre, d'autres de politique. Mais tous brillent, littéralement, d'une peau que vous devinez urinairement entretenue. L'eau est douce, légèrement trouble, comme si elle avait vu des choses mais choisissait de ne pas en parler. Une femme vous tend un petit sachet de toile. Vous l'ouvrez. À l'intérieur, des herbes séchées, de la poudre blanche et un petit bâtonnet. Elle vous murmure que c'est pour les dents. On peut frotter directement sur l'émail après le bain. Et n'oublie pas, dit-elle, la chaleur ouvre les pores, même ceux de la bouche. Vous êtes sceptique, mais ici, le doute a été déposé à la porte avec vos sandales. Plus tard, assis sur une dalle tiède, vous sentez le soleil pénétrer les carreaux d'onyx. Marcellus vous tend une coupe de vin dilué. Il trinque avec vous, sans cérémonie. Tu sens la différence, n'est-ce pas ? Et vous sentez, oui, quelque chose de plus doux dans vos mouvements. Moins de tension dans vos mâchoires.
une détente étrange, même dans vos gencives. Vous pensez à votre salle de bain moderne, à votre brosse à dents électrique, à votre dentifrice aux microbilles bleues et à votre dédain pour les bains publics. Et soudain, tout cela vous paraît un peu fade. Ici, dans la tiédeur d'un bain romain, frotté à l'urine fermentée et à la poudre de coquillage, vous touchez quelque chose d'oublié, une routine humaine, intime, assumée, peut-être un peu bizarre, mais sincère. Et dans le miroir d'eau qui vous reflète, vos dents brillent, presque trop. En ressortant du bain, la peau encore brillante et les cheveux vaguement parfumés à la lavande tiède, vous suivez l'odeur du pain frais vers le quartier commerçant. Le soleil est maintenant haut, les ruelles sont animées, et vous marchez lentement au rythme de Rome, c'est-à-dire comme si vous n'aviez nulle part où aller, mais avec élégance. C'est là que vous tombez sur la boutique de Lucius, parfumeur renommé mais au regard farceur. L'écriteau au-dessus de sa porte est orné d'un petit Apollon qui se pince le nez. Subtil. À l'intérieur, l'air est dense d'arômes. Menthe sauvage, thym, huile de rose, cannelle et quelque chose de plus piquant. Une note persistante, mordante, presque métallique. Lucius vous salue d'un geste ample. Il est vêtu d'une tunique tachée et porte une petite pince à son nez, plus pour le spectacle que par nécessité. Bienvenue dans le royaume des odeurs, les bonnes comme les autres, dit-il en vous tendant un petit flacon. Celui-ci, pour faire croire que tu viens de courir après Bacchus lui-même. Vous sentez, c'est sucré, chaud, capiteux. Il continue sans vous laisser reprendre votre souffle olfactif. Et celui-là, spécial pour les dents, laisse-moi deviner, tu viens d'un bain? Tu as cette brillance typique. Il ouvre une boîte de bois contenant des fioles d'un jaune pâle. Vous reculez légèrement. L'étiquette indique simplement Liquamen dentarius, affiné 18 jours. C'est mon mélange personnel. Huile, poudre de coquille, extrait de figue et une touche d'urina portugais. Et voilà, encore. Vous le fixez avec un mélange d'admiration et de prudence. Il se penche vers vous et murmure comme un secret inavouable. L'urine débloque certains arômes, ça les fait remonter, comme le sel sur une pastèque. Vous souriez malgré vous, une blague sensorielle digne d'un chef cuisinier. Il vous fait visiter l'arrière-boutique où les fioles reposent à la lumière filtrée. Là, un plateau est posé sous une grille. Dessus, des flacons d'urine fermentent doucement. Certains sont couverts de tissu, d'autres scellés. Lucius les observe comme un vigneron surveillant ses fûts. Celle-ci, dit-il en montrant un flacon opaque, vient d'un légionnaire stationné en Dacie. Il ne mange que du fromage de brebis. Goûte d'abord la colère, puis la fraîcheur. Vous hochez la tête, comme si c'était normal de parler de bouquets aromatiques urinaires. Il poursuit. On l'utilise pour stabiliser les parfums dentaires. Sinon, trop sucré, trop fade. L'urina donne du caractère. Les historiens sont encore divisés sur cette pratique. Certains pensent que c'est une invention tardive, voire marginale. D'autres, au contraire, pointent vers des textes médicaux et hygiéniques qui mentionnent clairement des rituels de rinçage buccal aromatisés et parfois alcoolisés, urine incluse. Vous prenez un petit flacon juste pour sentir. C'est doux, herbacé, et une touche bizarre de noisette. Vous reposez le tout. Peut-être une autre fois. Lucius vous entraîne ensuite vers une étagère réservée aux célébrités. Il vous montre la fiole préférée d'une matrone célèbre, puis un petit pot ayant appartenu, soi-disant, à un neveu d'Auguste. Chaque objet est accompagné d'une histoire mi-inventée, mi-rêvée. Le genre de choses qu'on vend plus qu'on ne raconte. Mais il y a un objet qui attire votre attention. Tout en haut, posé dans un coffret d'ivoire, une brosse à dents. Pas en poils de sanglier, non. En poils humains, tressés finement, imbibés d'huile et scellés avec de la résine. À côté, une petite pierre blanche polie, marquée de taches jaunes. Lucius la descend avec précaution. Ceci, dit-il, est une pierre à frotter, trempée dans l'urine, puis laissée au soleil pendant 10 jours. Elle devient abrasive, mais pas trop. Il frotte doucement un coin de sa propre dentition, d'un blanc surprenant, disons-le. Ça nettoie, ça polit, et ça laisse un goût inoubliable. Une cliente entre, les bras chargés de tissu. Elle demande le dentifrice au cumin. Lucius lui vante une pâte beige dans un pot d'argile. Vous observez leur échange avec fascination. Elle paie, sourit, des dents très blanches,
puis repart en fredonnant. Il vous lance un clin d'œil. Les Romains aiment briller, même au marché. Avant de partir, il vous offre une petite boîte ronde. À l'intérieur, une pâte dense, vert pâle. Cadeau. Tu en mets un peu le soir, sur les dents. Et si tu rêves d'Olivier, c'est que j'ai bien dosé. Vous le remerciez, et en sortant, vous remarquez un graffiti sur le mur d'en face. Un dessin de dents, avec une amphore qui coule dessus. Accompagné des mots « Souris d'abord, demande après ». Une devise romaine, probablement. Et en y pensant, vous vous surprenez à sourire. Le soleil descend lentement derrière les toits de tuiles rouges. Les cris du marché s'estompent, remplacés par le cliquetis des ustensiles dans les cuisines et le doux ronronnement d'une ville en digestion. Vous laissez derrière vous l'odeur de thym brûlé et d'huile rance pour entrer dans une popina, une petite taverne où le vin est tiède, les bancs bancals, mais les histoires toujours bien servies. À l'intérieur, la lumière est dorée. Les murs sont peints de scènes mythologiques légèrement déformées par la fumée des lampes à huile. À droite, un homme dort la tête dans une assiette de lentilles. À gauche, 2 femmes discutent vivement autour d'un pichet de vin coupé à l'eau. Vous vous asseyez discrètement à une table vide, vos dents encore légèrement parfumées par le cadeau de Lucius. Presque immédiatement, elle vous adresse la parole. Elle est installée à la table voisine, le cou drapé d'un tissu bleu cobalt et les cheveux attachés en torsade. Elle n'a pas l'air d'être une matrone riche, ni une servante pauvre, quelque chose entre les deux. Mais ce qui vous frappe immédiatement, ce sont ses dents. D'une blancheur éclatante, presque exagérée. Elle vous voit regarder et sourit avec un air de provocation tranquille. Oui, je sais. On dirait des perles, mais ce ne sont que mes dents. Vous riez doucement. Elle tend la main. Flavia. Dentaire par passion, poétesse par nécessité. Elle explique, entre 2 gorgées de vin, qu'elle a travaillé un temps pour une Foulonica, une blanchisserie, avant de se reconvertir dans la fabrication de dentifrices artisanaux. Parce que, crois-le ou non, blanchir les draps et blanchir les dents, ça demande le même ingrédient principal. Elle tapote la table. Vous devinez sans qu'elle ait besoin de le dire. Encore une fois, l'urine. Elle sort de sa bourse un petit pot. Goutte, enfin, sens. Vous vous penchez. Une pâte verte, brillante, avec une note fraîche, presque citronnée, mais que vous savez maintenant être trompeuse. C'est à base d'urine de gladiateur. Vous relevez la tête, bouche entr'ouverte. Je plaisante. Quoique. Certains disent que leur sueur avait des vertus cosmétiques. Elle rit, puis ajoute avec malice. Moi je dis que c'est la sueur du spectacle. Elle vous raconte comment les femmes les plus coquettes de Rome se brossaient les dents avant chaque sortie, pas par hygiène, non, par esthétique sonore. Il paraît que des dents propres résonnent mieux quand on rit. Vous tentez un petit rire et vous jurez entendre un léger écho. Peut-être l'effet du vin. Les historiens, eux, s'interrogent toujours. Les produits dentaires romains étaient-ils destinés à la santé ou à l'apparence? A-t-on des preuves de leur efficacité? Ou seulement des recettes rapportées, toujours incomplètes, toujours sujettes à débat? Rien n'est sûr, sauf que les dents, en Rome antique, étaient à tout sauf un détail. Flavia sort une petite brosse. Elle n'est pas faite de poils, non, mais de lin torsadé, légèrement durci dans de la résine. Tu trempes, tu frottes, tu craches, et tu recommences, jusqu'à ce que ton sourire puisse illuminer une ruelle entière. Vous vous surprenez à sourire largement. Elle vous regarde, puis ajoute « Pas mal, mais tu pourrais encore gagner 2 tons avec un bon rinçage. » Elle vous décrit sa routine. Le matin, un brossage au charbon et à la poudre de coquillage. L'après-midi, rinçage à l'eau citronnée. Le soir, une goutte d'urine filtrée, juste une, comme une larme. Vous hochez la tête, mi-sérieusement. Une autre cliente passe à côté, s'arrête, complimente les dents de Flavia. Celle-ci, sans fausse modestie, répond « Recette maison ». Rien de magique, juste du courage et un peu d'audace. La femme repart, visiblement jalouse. En fin de soirée, Flavia vous apprend une astuce. Pour que l'odeur de l'urine ne reste pas dans la bouche, il faut mastiquer une graine d'aneth ou de fenouil juste après. Ou une feuille de menthe. Mais celles-là, je les garde pour les jours de fête. Avant de partir, elle vous tend son pot vert. Tiens, cadeau. Utilise-le ou offre-le à quelqu'un. Mais attention, si on te complimente, n'oublie pas de citer mon nom. Vous sortez dans la nuit douce, le pot en main. Vos dents luisent légèrement sous la lumière des torches.
Et tandis que vous déambulez dans les rues sombres, une question étrange vous traverse l'esprit. Si les Romains savaient tout ça, qu'avons-nous oublié depuis ? L'air du soir est calme, les voix s'éloignent, les marchés se replient et les ânes ont cessé de braire. Seules les torches crépitent encore contre les murs, projetant des ombres tremblantes. Vous marchez dans un quartier plus populaire cette fois, là où les pavés sont un peu plus usés, les murs plus marqués et les gens un peu plus francs. Un grondement vous surprend, un chariot grince lourdement sur les dalles, tiré par un homme musclé au dos voûté. Son chargement, des amphores, pas du vin ni de l'huile. Vous le devinez avant même de sentir, de l'urine. Le collecteur d'urine vous repère. Il vous adresse un regard mi-amusé, mi-fatigué. Il s'appelle Titus. Son visage est buriné, sa tunique imprégnée de parfums que même Lucius ne tenterait pas d'emprisonner en flacon. Tu veux voir comment commence la blancheur des draps et le sourire des dames ? Monte. Vous grimpez à l'arrière de son chariot, entre deux amphores soigneusement bouchés. L'odeur est dense. Vous retenez un éternuement. Chaque matin, je fais la tournée. Thermes, latrines publiques, même certaines maisons me laissent un pot devant la porte. Je ramasse, je transporte, je dépose, et je me fais un bon sesterce. Il vous désigne une jarre. Celle-là, c'est du bon cru. 3 jours, pas plus. Pas trop acide, pas trop fade. Idéal pour blanchir sans brûler. Vous hochez la tête avec un sérieux digne d'un sommelier. Le chariot s'arrête devant une petite cour. Vous descendez, vos sandales collant légèrement aux dalles. L'endroit sent la pierre mouillée et l'audace. Devant vous, la Foulonica, une blanchisserie, mais pas une banale. Ici, on ne se contente pas d'eau et de savon. Ici, on piétine les tissus dans des cuves pleines d'urine, parfois mélangées à de la craie, de la cendre ou de la chaux, et parfois dans un coin discret, on y trempe des objets de toilette. Un ouvrier sort, bras nus, jambes couvertes de taches. Il s'appelle Quintus, et vous salue avec un clin d'œil. On blanchit, on ravive, et parfois, on polit. Il vous guide vers l'arrière de l'atelier, là où se trouvent les cuves les plus claires. Ici, on fait les soins fins, tissus délicats, bandelettes, et parfois, les accessoires dentaires. Vous demandez, curieux, vous trempez des brosses à dents dans l'urine. Il hausse les épaules. On nettoie tout ce qui touche à la bouche. L'urine, ça désinfecte, ça désincruste. Y a pas mieux. Tu veux tester ? Et voilà. Vous, plantez là, au-dessus d'une cuve légèrement fumante, tenant une brosse en os. Vous la plongez. L'odeur est forte, mais vous commencez à la reconnaître, à l'apprivoiser. Le liquide est tiède, votre main frémit. 10 secondes, dit Quintus. Pas plus. Sinon, ça abîme la résine. Vous comptez doucement. Puis retirez la brosse. Elle semble plus blanche, plus nette. Quintus l'essuie d'un coup sec, puis la vous tend avec fierté. Là, elle est prête à brosser le sourire d'un sénateur. Les historiens s'interrogent sur les rôles exacts des Foulones. Étaient-ils uniquement des blanchisseurs, ou prenaient-ils aussi en charge des objets personnels ? Certains textes mentionnent des services complets, vêtements, linge de bain et objets de soins, peut-être même des dents postiches, en ivoire ou en bois, que l'on trempait dans des bains uricaux avant usage. Quintus, lui, n'a pas de doute. Il vous montre une boîte. À l'intérieur, plusieurs dents artificielles. L'une d'elles semble sculptée dans un coquillage. Celle-là, elle sentait le rang savant. Un bain de 6 heures, et hop, comme neuve. Vous demandez s'il a déjà eu des clients connus. Il rit. Un jour, une Vestale est venue. Elle voulait que son haleine soit aussi pure que ses serments. On lui a préparé un rinçage spécial, 3 urines différentes. Elle a pleuré, pas à cause du goût, à cause du résultat. Avant de partir, Titus le collecteur revient vous voir. Il porte une nouvelle amphore sur l'épaule. Celle-là, c'est du matin, fraîche. Vous la touchez, tiède, vivante presque. Un produit noble, aux yeux de ceux qui savent. Il vous offre un bouchon en liège taillé. Garde ça. Si un jour tu veux fabriquer ta propre pâte dentifrice, commence par là. Et vous repartez, lentement, entre les ruelles, le bouchon en main, vos narines saturées mais vos idées plus claires que jamais. Dans ce monde où tout semble logique à rebours, l'urine n'est pas une honte,
C'est une ressource, un métier, un parfum, un sourire. Et vous commencez à penser que vous vous habituez. Vous vous éloignez de la Foulonica, vos pas résonnant doucement sur les pavés humides. Une brise légère tente de chasser l'odeur persistante d'ammoniac, mais elle s'est maintenant installée dans votre mémoire, comme une note de fond familière, presque rassurante. Vous avancez vers une ruelle plus large, où la lumière dorée du soir filtre entre les colonnades, et là, vous tombez sur l'atelier du cuir. Les tannages, en Rome antique, ne sont pas des lieux pour les âmes sensibles, mais ici, vous ne cherchez pas l'esthétique, vous cherchez à comprendre, et ce que vous découvrez va au-delà des sandales et des harnais pour chevaux. L'urine, encore elle, est partout. Un jeune ouvrier vous invite d'un geste, il vous nomme l'endroit, Officina Coriari, l'atelier des tanneurs. À l'entrée, de grandes jarres alignées laissent s'évaporer un liquide jaunâtre. Vous tentez de deviner, mais vous n'avez plus besoin, vous savez déjà. On y trempe les peaux pendant plusieurs jours, parfois une semaine. Ça détache les poils, ramollit les fibres. L'ammoniac fait le travail. Il vous montre une peau de chèvre tendue sur un cadre. Vous la touchez, douce, presque souple comme du tissu. Il continue sans interruption. On frotte ensuite avec des pierres, on sèche à plat. Et parfois, il vous tend une lanière, blanche, éclatante. Et là, surprise, ça, c'est pour les brosses à dents de luxe. Le cuir souple, coupé finement, trempé dans l'urine 2 fois, puis séché à l'ombre. Vous clignez des yeux. Vous pensiez avoir tout vu. Et pourtant, le cuir dentaire. Dans un coin, un autre ouvrier trie des morceaux plus petits. Certains sont imbibés de poudre blanche. D'autres ont été graissés. Il vous explique qu'ils sont utilisés pour frotter les dents ou comme support de pâte dentifrice. Ça absorbe, ça relâche. Le goût reste plus longtemps. Il vous tend un échantillon, une sorte de petit tampon, doux comme du coton mais un peu plus rigide. Vous l'approchez de votre nez. L'odeur est subtile cette fois. Une trace d'herbe, de lait caillé, et bien sûr, ce soupçon inévitable d'urina romana. Les historiens ne sont pas unanimes sur cette pratique. Certains nient catégoriquement l'utilisation du cuir pour l'hygiène bucco-dentaire. D'autres pointent vers des écrits marginaux évoquant des bandelettes tannées utilisées pour adoucir l'émail. Il est possible que ces objets aient eu une double fonction, esthétique et rituelle. Votre guide vous montre un coffre en bois contenant une douzaine de brosses faites de ces fameuses lanières. Celles-là sont commandées par un sénateur. Il en offre à ses invités, comme cadeau d'hospitalité. Vous retenez un rire. Imaginez un dîner au Sénat, puis repartir avec une lanière imbibée de solution ammoniacale en guise de souvenir. Quelque part, c'est chic. L'atelier ne se contente pas de cuire. Dans une arrière-salle, vous découvrez un autre artisan. Il prépare des tablettes de nettoyage. Petits galets parfumés, compressés avec des cendres, du sel et, vous l'avez deviné, quelques gouttes d'urine fermentée. Il en teste une devant vous. Il frotte une pièce de cuivre avec. L'éclat revient immédiatement. Ce qui polit le métal polit aussi la bouche. Là encore, vous sentez que vous glissez lentement dans une logique parallèle, où l'idée d'un ingrédient sale est réversible, si ses effets sont nets. Et pourtant, une question subsiste. Qu'est-ce qui rendait cela acceptable à l'époque ? Les chercheurs suggèrent que l'absence de catégorisation stricte entre propre et sale dans les mentalités romaines explique ce phénomène. Le corps produisait des ressources. Et dans un monde où rien ne se perdait, tout se recyclait. Même un sourire. Avant de partir, vous remarquez une inscription gravée dans une planche suspendue à une poutre. Quod foetet emendat. Ce qui pue, répare. Vous le murmurez intérieurement, en marchant dans la lumière décroissante. Et vous vous demandez si ce monde, bien que lointain, n'est pas parfois plus honnête dans son absurdité. Ce soir, vous avez vu des artisans frotter des pots trempés d'urine pour en faire des outils de beauté. Vous avez vu des hommes et des femmes polir leur sourire avec les déchets de leur propre corps. Et vous n'êtes même plus étonné. Vous êtes simplement propre et doucement, étrangement, convaincu. La lumière décline, mais Rome ne dort jamais tout à fait. Vous vous retrouvez maintenant sur une place aux allures plus officielles, encadrée de colonnes massives et de statues d'empereurs aux bras levés. Le sol est balayé, les toges sont mieux repassées et les regards plus rigides.
Ici, vous n'êtes plus dans les ruelles de Flavia ou les coulisses de Titus. Vous êtes là où les lois naissent et où l'urine devient une source de revenus. Vous assistez en retrait à une session du Sénat. L'atmosphère est plus solennelle qu'un dîner de famille chez les Vestales. Les sénateurs discutent de finances, de routes, de pain, mais surtout d'urine. Oui, encore. L'orateur du moment, un homme à la calvitie parfaitement huilée, parle avec vigueur. Il est temps que l'État s'enrichisse de ce que le peuple abandonne. Traduction. Il propose une taxe sur l'urine. Une urina vectigale. Et là vous sentez monter le débat. Certains hochent la tête, convaincus. D'autres froncent les sourcils, comme s'ils avaient goûté une pâte dentaire trop salée. L'un d'eux, au fond, murmure « Qu'est-ce qu'on va taxer ensuite ? Les ronflements ?» Le rire est contenu, mais réel. Vous apprenez que c'est l'empereur Vespasien qui a institué cette taxe, un homme célèbre pour son pragmatisme et son humour, disons, économique. Il aurait répondu à un fils choqué par l'impôt urinaire que l'argent n'a pas d'odeur, expression encore utilisée aujourd'hui, avec un petit clin d'œil à l'amphore. Et là, tout devient limpide. L'urine n'est pas seulement un ingrédient pour polir les dents, c'est aussi un produit d'État. Une denrée taxée, transportée, enregistrée, monnayée. Les latrines publiques, les foricæ, deviennent des centres de collecte. Les blanchisseurs perdent pour l'accès. Les collecteurs reversent une part. Et même les vendeurs de dentifrice doivent justifier la provenance de leur pipi. Vous entendez un sénateur suggérer « Pourquoi ne pas certifier l'origine ? L'urina d'Afrique, bien connue pour son arôme plus doux, devrait valoir plus que celle du Trastevere. » Un autre propose des amphores estampillées, comme les grands crus. Vous vous retenez de rire. À peine. Après la séance, vous suivez un scribe qui vous parle en murmurant. Il vous montre un registre où sont notées les livraisons d'urine à diverses corporations, tanneries, teinturerie, blanchisserie et hygiena privata, hygiène privée. Oui, même les soins personnels sont comptabilisés. Certains riches citoyens commandent des mélanges spéciaux, urine de vierge, d'esclaves affamés, d'ivrognes repentants. Chacun croit que ça nettoie différemment. Vous demandez s'il y croit. Il hausse les épaules. Je crois surtout que les gens aiment payer pour ce qu'ils ne comprennent pas. Les historiens modernes s'accordent, l'urine était bien une denrée régulée sous Vespasien. Mais jusqu'où allait la réglementation ? Le débat reste ouvert. Certains textes juridiques laissent penser qu'un marché parallèle s'était développé, de la contrebande urinaire, si l'on ose. Vous imaginez une réunion clandestine dans une cave, avec des hommes échangeant des fioles à la lueur d'une torche. Une voix chuchotant « Celle-là, c'est du pur centurion ». En quittant le Sénat, vous passez devant une petite fontaine publique. À côté, un enfant remplit un pot de terre cuite. Il vous sourit, vous tend le récipient et dit simplement « C'est pour mon père, il fabrique du savon ». Vous le remerciez, déclinez poliment et continuez. Et vous réalisez une chose importante. Ici, personne ne rit de l'urine. C'est un bien, une matière première, une constante du quotidien. Un peu comme l'eau, mais avec plus de caractère. Vous marchez maintenant le long du forum, vos pensées brassent chiffres, amphores et éclats d'émail. Une logique étrange commence à s'installer en vous. Dans un monde où tout est utile, même l'oublié devient précieux. Vous repensez à Flavia, à Lucius, à Titus. Tous, à leur manière, font tourner la grande roue de l'urine romaine. Et vous, là, témoin nocturne d'un empire parfumé à l'acide, vous commencez à admettre que ce liquide jaune pâle a bien plus d'histoire à raconter que vous ne l'auriez cru. Et dans votre poche, le petit pot de dentifrice offert plus tôt vous semble maintenant presque luxueux. Le jour suivant se lève paresseusement et vous le suivez un peu à reculons dans un quartier plus discret, plus feutré. Ici, pas de sénateur, pas de collecteur à l'amphore odorante, juste un humble dentiste romain que tout le voisinage appelle Gaius la bouche fine. On dit qu'il peut reconnaître le vin qu'un client a bu rien qu'en observant ses gencives. Vous entrez dans sa petite boutique, un peu à l'écart des rues animées. Pas d'enseigne tape à l'œil, seulement une brosse sculptée gravée du mot pulchritudo, beauté. À l'intérieur, l'air est chargé d'une odeur de résine, d'herbes séchées, et bien entendu, d'un fond d'urine familière. Il vous accueille avec un sourire modeste, les mains pleines de cendres et les ongles impeccablement propres. Entre. Tu veux voir la vraie alchimie de la bouche ? Pas la version des parfumeurs ou des sénateurs, la mienne. Sur une longue table de bois, il dispose soigneusement son matériel. Petite brosse faite de plumes de goéland, galets polis, fioles d'huile,
pot de pâte et même un minuscule couteau pour couper les résidus coincés entre les molaires, un cure-dent de compétition. Il vous montre sa recette maison, cendre de vigne, sel de mer, résine de pin et une goutte de... Il s'interrompt, vous regarde avec un clin d'œil, puis désigne un petit flacon opaque. Urina matutina. La première urine du matin, la plus pure selon moi. Il mélange le tout dans un petit mortier de marbre, avec la précision d'un apothicaire amoureux. La pâte obtenue est beige clair, un peu granuleuse. Il la sent, l'approuve d'un hochement de tête, puis vous tend un échantillon sur le bout d'une spatule d'argent. Tu veux essayer ? Vous le faites. Lentement. La pâte picote légèrement, mais elle vous donne une sensation immédiate de fraîcheur et d'alerte. Comme si vos dents vous disaient « Ah, ça, c'est du sérieux ». Pendant que vous vous rincez la bouche, avec de l'eau parfumée au thym, heureusement, Gaius parle. Beaucoup. Il vous raconte ses clients, les femmes qui veulent séduire sans parler, les marchands qui veulent impressionner sans hurler, les comédiens de théâtre tragique qui doivent avoir une haleine noble, même en mourant. L'autre jour, une vestale est venue me voir. L'air est furieux. Son dentifrice avait moussé trop tôt sur scène. Il vous montre ses outils favoris, une lime pour aplanir les dents irrégulières, un petit miroir monté sur tige pour voir les molaires cachés et surtout un flacon à l'étiquette effacée. Il murmure « Mélange secret ». Contient de la menthe, du musc et une infime quantité d'urine d'âne nourrie au melon. Les historiens se déchirent sur ce genre de détails. Certains crient à l'exagération folklorique, d'autres s'émerveillent de la précision romaine en matière de soins personnels. Après tout, les manuscrits médicaux de l'époque, comme ceux de Pline l'Ancien, regorgent de recettes où se mêlent l'utile et l'absurde. Gaius, lui, ne débat pas. Il expérimente, il vous montre ses plus grandes fiertés. Une collection de dents sculptées. Certaines sont en ivoire, d'autres en bois d'olivier. Une, en particulier, attire votre attention, nacrée, lisse, montée sur un petit support en cuir. Celle-ci, c'est pour une dame noble. Elle a perdu sa dent en mangeant un abricot trop sec. Elle m'a demandé une prothèse qui sente bon. Alors je l'ai trempée dans une infusion d'urine parfumée et de pétales de rose. Vous le regardez, interloqué. Il hausse les épaules. Elle voulait que son amant ressente le printemps. Vous sentez une nouvelle blague approcher. Et elle arrive. Certains viennent ici juste pour le goût. Ils ne se brossent pas pour nettoyer, mais pour mastiquer poétiquement. Vous ne savez pas s'il exagère. Mais vous avez appris à ne plus douter de rien à Rome. Avant de partir, Gaius vous tend un petit rouleau de parchemin, sa dernière invention. Une routine dentaire quotidienne, en 3 étapes, frottée au lever avec pâte saline et urine vieille de 2 jours. Mâcher des graines de coriandre à midi. Rincez le soir avec une décoction de fenouil et gouttes d'urina matutina. Vous le remerciez. Il vous offre aussi une brosse en plume en précisant « Change-la tous les 8 jours où elle développe un caractère ». Vous quittez l'atelier plus léger, la bouche fraîche, l'esprit perturbé mais fasciné. Derrière vous, Gaius siffle un air joyeux. Et vous vous surprenez à le fredonner aussi. Dans un autre monde, vous seriez déjà chez votre dentiste moderne, exigeant un nettoyage aux ultrasons. Ici, vous avez eu une leçon de chimie, de poésie et peut-être d'humanité. Et vos dents n'ont jamais été aussi propres. Vous laissez derrière vous les ruelles animées et le sifflement désinvolte de Gaius. Votre pas vous conduit, sans vraiment savoir comment, vers la périphérie de la ville, là où les pierres sont plus grossières, les toits moins réguliers et les champs plus graves. Un temple se dresse, sobre, adossé à une colline basse, un sanctuaire secondaire dédié à un dieu oublié du panthéon mineur. Il n'y a pas foule. Quelques fidèles, vêtus simplement, murmurent des prières ou offrent des petits présents. L'air est calme, presque suspendu. Une prêtresse vous salue sans un mot. Elle vous guide à l'intérieur. Les murs sont couverts de fresques étranges. Visages flous, figures dentées, bouches exagérément grandes. Un encens brûle dans un coin, dégageant une odeur âcre, presque médicinale. Dans une niche au fond, une statue en marbre usée montre un personnage assis, tenant entre les mains une coupe et une petite brosse. « C'est d'Antonia », chuchote la prêtresse, comme si le mot risquait de s'effacer à force d'être prononcé. Vous vous avancez. Sur un autel de pierre, plusieurs objets sont posés, de petites fioles, des coquilles remplies de pâte et un vase étonnamment bien scellé.
On vous invite à vous asseoir. Une jeune fille entre alors, tenant un plateau. Elle vous montre une pâte noire, visqueuse. C'est pour noircir les dents, en signe de piété, pour cacher l'orgueil. Vous êtes perplexe. Elle plonge un bâtonnet dans la pâte, puis le tend vers vous. Vous hésitez, mais ici, tout le monde semble le faire avec naturel. Alors, lentement, vous ouvrez la bouche. Elle applique la pâte sur vos incisives. Le goût est fumé, amer. Puis, derrière, vous reconnaissez une note acide. Oui, encore de l'urine. Mais celle-ci semble différente. Vieillie, filtrée, parfumée aux herbes sacrées peut-être. La texture colle à vos dents comme une prière silencieuse. La prêtresse vous explique. Ceux qui souhaitent se purifier viennent ici. Noircir ses dents, c'est refuser la vanité. Certains le font une fois dans la vie, d'autres chaque semaine. Elle vous montre un bol rempli d'une sorte de boue grise. Nous l'utilisons aussi pour nettoyer les dents avant la cérémonie. L'urine en est l'élément central, mais c'est l'intention qui purifie, pas la formule. Les historiens s'interrogent sur ce genre de rituel. Était-ce réellement courant ou un culte marginal? Était-ce symbolique ou hygiénique? Des fragments de tablettes laissent entendre que noircir les dents avait parfois une fonction sociale, se retirer du monde, montrer sa sagesse, ou simplement cacher sa richesse. Ici, dans ce sanctuaire silencieux, vous ressentez une forme d'apaisement. Vous n'êtes plus dans la logique, ni dans la science. Vous êtes dans le sacré. En sortant, la jeune fille vous tend un petit galet noir, lisse, à garder dans ta poche. Il garde les mauvaises odeurs et les mauvais esprits. Il est trempé, semble-t-il, dans une solution urinaire aromatique. Vous n'êtes même plus surpris. Une brise passe. Vous respirez profondément. L'air est chargé de senteurs de terre, de mousse, de fumée. Une odeur qui semble laver le reste. Pour la première fois depuis votre arrivée, vous n'avez rien à dire. Vous êtes vidé. La prêtresse vous accompagne jusqu'à l'entrée. Avant de vous laisser partir, elle dit une phrase qui vous reste. Le corps rejette, mais l'esprit transforme. Vous descendez les marches du temple avec un sourire étrange. Vos dents sont noircies, certes, mais jamais elles ne vous ont paru aussi lumineuses, intérieurement. Et alors que la ville recommence à gronder au loin, vous vous demandez combien d'autres secrets comme celui-ci reposent, paisiblement, sous les couches d'histoire. Vous redescendez lentement des hauteurs sacrées, les dents toujours enduites de cette pâte sombre aux effluves herbacés et, disons-le franchement, piquante. Mais une clarté nouvelle vous habite, comme si l'obscurité sur vos dents avait allégé vos pensées. À présent, vous traversez les faubourgs nord de la ville, là où les routes deviennent chemins, et où les Gaulois et autres étrangers vivent regroupés un peu à l'écart du cœur latin. Une odeur de ragoût flotte dans l'air. Des enfants courent entre les habitations, riant en langue celtique, lançant des galets contre des amphores vides. Vous vous aventurez plus loin, jusqu'à un petit marché improvisé. Des tissus colorés, des racines étranges, des poteries aux motifs floraux, et curieusement, une petite table bancale où est posée une boîte de cure-dents en bronze. Un homme vous interpelle. Il a les cheveux roux, la barbe fournie et les yeux vifs. « Toi, Romain » demande-t-il en vous désignant d'un menton légèrement méfiant. Vous hochez la tête. Ou peut-être pas. Vous ne savez plus vraiment de quel monde vous venez à ce stade. Vous avez des dents brillantes comme des statues, commente-t-il. C'est le truc avec le... Il fait une grimace et un geste de reniflement peu flatteur. Vous appelez ça du soin. Nous, on appelle ça du dégoût. Et vous voilà embarqué dans une discussion semi-passionnée sur les vertus ou non de l'urine dans l'hygiène bucco-dentaire à travers le regard des Gaulois. Lui s'appelle Katu Volkos et il tient un étal de racines médicinales. Il vous tend une boule de résine mâchable. Nous, on mâche ça. Ça désinfecte, ça donne bon goût, et ça ne vient pas de la vessie de quelqu'un d'autre. Vous goûtez. C'est boisé, amer, mais vivifiant. Puis il ajoute, plus doucement, « Mais bon, certaines de nos femmes commencent à copier vos recettes, surtout les jeunes. Elles veulent briller, littéralement. » Il vous désigne une jeune Gauloise qui passe, ses dents éclatantes au point d'en faire cligner les yeux. Elle porte une tunique romaine et une coiffure torsadée typique, un mélange des mondes, une passerelle. Katu Volkos soupire. Avant, on avait du respect pour le goût. Maintenant, elles veulent sentir la menthe et l'urine. Vous riez. Il hausse un sourcil. Tu trouves ça drôle ?
Attends de voir ce que j'ai trouvé dans la chambre de ma fille. » Il ouvre un petit coffret et vous montre un pot en argile, estampillé du même sceau que Lucius, le parfumeur romain. Elle se frotte les dents avec ça. Elle dit que ça lui donne un air de nymphe. Vous observez le pot. L'odeur est familière. Un parfum léger, sucré, mais avec, toujours en arrière-plan, la fameuse note ammoniacale. Vous passez le reste de l'après-midi avec lui. Il vous raconte ses efforts pour adapter certaines traditions romaines à sa propre culture. Une sorte de syncrétisme dentaire. Il a même essayé de créer un dentifrice à base de racines de chêne et de miel. Mais selon lui, les Romaines trouvent que ça manque de piquant. Il vous offre un petit peigne dentaire en os sculpté. Fabriqué ici, sans pipi, garanti. Mais il ajoute à mi-voix, « Même moi, parfois, je rince avec votre truc. Ça marche. » Les historiens pensent que les peuples conquis, comme les Gaulois, ont progressivement adopté certaines pratiques d'hygiène romaine, tout en conservant leur médecine traditionnelle. Le dentifrice urinaire aurait ainsi traversé les frontières culturelles, par curiosité, par imitation ou par mode. Alors que vous repartez, le soleil baisse lentement, dorant les pierres rugueuses des maisons périphériques. Vous jetez un dernier regard vers Katuvolkos, qui discute maintenant avec un client grec. Le mot urina revient dans la conversation, suivi d'un haussement d'épaules international. Et vous vous dites que la réputation de l'urine romaine a traversé plus de frontières que certains soldats. Vos dents, elles, brillent toujours. Peut-être un peu trop pour ce quartier. Mais personne ne vous regarde étrangement. Dans ce coin de l'Empire, même le dégoût devient dialogue. Le soleil n'est plus qu'un trait pâle au-dessus de Rome, et les lanternes commencent à scintiller sur les façades des maisons comme des lucioles disciplinées. Vous vous faufilez à travers les ruelles étroites d'un quartier résidentiel, où les cris des marchands se sont tus, remplacés par les rires étouffés des familles à l'heure du repas. Mais ce soir, vous ne cherchez pas une taverne ou un bain, vous cherchez une école. Oui, une ludus, là où les enfants romains apprennent à lire, à écrire, et apparemment à se brosser les dents. La porte est entr'ouverte. Vous entrez sur la pointe des pieds. Une pièce simple, bancs en bois, table d'enseignant, tablette de cire, et au mur, un dessin naïf représentant une dent géante souriante. Un garçon de 8 ou 9 ans vous regarde, une brosse dans une main et un gobelet dans l'autre. On apprend à cracher sans faire de bruit, dit-il très sérieusement. Vous êtes déjà conquis. Le maître d'école, un homme sec au regard bienveillant, vous invite à observer la leçon. Il parle d'un ton calme, presque hypnotique. Les enfants, assis bien droits, tiennent chacun un petit pot et une brosse rudimentaire, faite de lin et de plumes. La consigne est claire. On frotte doucement, pas comme des barbares, et on ne renverse rien sur sa tunique. Il montre un geste lent, précis. Un petit filet de pâte tombe sur la tablette de cire. Échec. Trop épais. Réessai. La pâte, un mélange scolaire classique. Cendre, menthe sauvage et urine légèrement fermentée. Apparemment, chaque élève rapporte un peu de matière première de chez lui. Certains viennent avec fierté, d'autres, moins. Le maître explique que le rinçage est un moment crucial. Il doit être digne, contrôlé, respectueux des ancêtres. Pas de pff, pas de jet, surtout pas de bulles. On crache dans un bol en terre cuite avec la grâce d'un orateur. Un garçon tente d'imiter Cicéron. Le résultat est, disons, théâtral. Vous observez une jeune fille qui frotte ses dents avec une application religieuse. Son pot est décoré de petits dessins, une amphore, une brosse, une étoile. Vous lui demandez si elle aime ça. Elle hausse les épaules. J'aime l'odeur. Et maman dit que si mes dents brillent, je trouverai un bon mari. Le maître corrige doucement. On se brosse d'abord pour soi-même, ensuite pour les dieux. Le mari vient après. Un autre enfant demande s'il peut utiliser l'urine d'un gladiateur. Apparemment, il y a une rumeur selon laquelle cela donne des dents si solides qu'on peut croquer une noix sans se casser l'émail. Le débat s'ouvre. Certains soutiennent que l'urine de gladiateur est trop forte, d'autres disent qu'elle est sacrée. Le maître tranche. Les historiens ne sont pas d'accord. Alors, pour l'instant, contentez-vous de votre famille. L'exercice suivant consiste à chanter une comptine pendant le brossage. Le rythme aide à maintenir la cadence. Vous écoutez, captivé, cette mélodie simple. Frotte, frotte doucement. Ne fais pas saigner maman. Le pipi qui sent mauvais. Fais les dents belles à souhait. La poésie est discutable, mais la mémoire collective est en marche. Le maître vous confie que cette éducation commence très tôt.
Un enfant bien élevé est un enfant qui crache proprement et qui ne confond pas sa pâte dentaire avec celle de son frère, surtout si l'un d'eux a mangé trop d'oignons. Avant de partir, les enfants se rincent la bouche. Un à un, ils s'avancent vers une vasque, crachent dans le silence, puis s'essuient avec un petit tissu de lin. L'un d'eux oublie d'essuyer sa brosse. Le maître lève un sourcil. « Tu veux que les bactéries s'installent comme chez elles ?» Et vous voilà en pleine leçon de microbiologie antique. À base de proverbes, une brosse sale fait une bouche malade. Qui rince trop fort salit sa robe. L'urine sans discipline n'est qu'une farce. Vous repartez dans la nuit tombante avec un petit cadeau du maître, une brosse tressée par les élèves et un rouleau de conseils pédagogiques écrits à l'encre sur papyrus. En haut, une phrase « On ne naît pas propre, on le devient ». Et pour la première fois, vous vous demandez si les enfants romains ne sont pas plus organisés que les adultes d'aujourd'hui en matière de dentifrice. En tout cas, ils crachent avec élégance. Ce qui, avouons-le, est tout un art. Vous marchez à présent dans une Rome moins brillante. Les torches s'éteignent peu à peu, les lanternes sont soufflées, et la ville, comme une vieille grand-mère, commence à s'étirer avant d'aller dormir. Vous sentez que quelque chose change. Non pas dans l'air, il sent toujours la cendre tiède et l'urine bien mûrie, mais dans l'ambiance. Quelque chose s'effondre, lentement. Vous passez devant un thermopolium fermé, sa vitrine couverte de poussière. Une pancarte écrite à la hâte pendouille. Fermé. Trop cher de garder l'urine au frais. Vous avancez, étonné. Puis vous croisez un jeune homme, portant un panier vide et l'air contrarié. Il vous explique que son dentiste habituel a fermé boutique. Les amphores d'urine importées coûtent trop cher et les stocks sont de mauvaise qualité. « J'ai dû me rincer la bouche avec de l'eau, » dit-il, horrifié. Vous tournez dans une ruelle que vous connaissez bien maintenant. Le mur de Flavia est toujours là, mais son pot de pâte verte a disparu de la fenêtre. La boutique de Lucius, fermée. Un petit écriteau griffonné à la hâte. La mode a tourné. Plus personne ne veut sentir l'histoire. C'est là que vous réalisez. L'urine n'est plus tendance. Vous entrez dans une taverne, espérant y retrouver un visage familier. Titus, le collecteur d'urine, est là, affalé, un verre à moitié vide devant lui. Il vous salue faiblement. Les gens veulent du propre maintenant, du parfumé, du mentholé. Ils ne veulent plus des bonnes vieilles méthodes. Il vous parle de ces tournées qui raccourcissent, des amphores non vidées, des latrines ignorées. Même les sénateurs se rincent la bouche avec de l'eau au sel maintenant. Tu te rends compte ? Vous posez la main sur son épaule. Il sourit. C'est comme ça. Tout finit par passer. Même ce qui pue. Les historiens contemporains confirment. Au fur et à mesure que l'Empire s'essoufflait, certaines pratiques ont décliné. Les bains publics ferment ou tombent en ruine. L'entretien des latrines se relâche. La collecte d'urine, coûteuse et logistique, perd de sa pertinence. Dans une époque plus troublée, moins structurée, l'urine ne suffit plus à faire briller les dents. On oublie les recettes, on laisse moisir les amphores, et petit à petit, ce savoir s'évapore. Vous passez devant la Foulonica. Elle est vide. Le portail est à moitié ouvert. À l'intérieur, les cuves sont à sec, les pierres poussiéreuses. Vous vous approchez d'un bac. Une goutte d'un liquide brunâtre s'y accroche encore, comme un souvenir. Et vous sentez sans le voir la fin d'un âge d'or étrange. Plus tard, vous tombez sur une vieille femme assise dans un escalier, tenant une brosse ancienne dans ses mains. Elle vous regarde, sans sourire. J'ai blanchi mes dents pendant 30 ans. Elles ont vu l'empereur Vespasien. Elles ont goûté l'Urina Hispanica. Et maintenant, je bois de l'eau tiède et je mâche du fenouil. Elle pose la brosse à côté d'elle. Plus personne n'écoute les vieilles. Les jeunes veulent des poudres de graisse, des pastilles parfumées d'Orient. Vous lui demandez si elle regrette. Elle secoue la tête. Non. Les dents, c'est comme la mémoire. Elles s'usent. Ce qui compte, c'est qu'on s'en soit servi. Avant de partir, vous repassez par le quartier des enfants. Le maître est seul dans sa salle. Il range des pots. Plus de pâtes. L'urine ne revient plus. Les familles préfèrent ne rien apprendre que de transmettre ça. Il vous montre un tiroir, des dizaines de brosses inutilisées. Il soupire. La propreté devient une affaire de parfum, pas de vérité. Et là, dans ce soupir, vous entendez l'écho d'un empire en mutation. Un monde où même l'urine a une date d'expiration.
Il reste encore un dernier lieu à visiter, presque oublié, en retrait dans l'ombre d'un jardin sec. Une petite domus, sans fresques éclatantes, sans fontaine musicale, mais avec une porte entrebâillée et une odeur familière. Pas l'odeur vive de l'urine fraîchement récoltée. Non, quelque chose de plus doux, plus ancien, un parfum de souvenir. Vous entrez. L'intérieur est propre, mais modeste. Des étagères en bois sombre, une table basse, quelques objets de toilette soigneusement rangés. Et là, sur une tablette de marbre, une trousse d'hygiène ancienne, soigneusement étiquetée, Dentifricium vetus, Traditio domestica. Une femme vous observe en silence. Elle est âgée, les cheveux gris tirés en chignon, les mains tremblantes mais précises. Tu cherches la vérité, n'est-ce pas? Pas la mode. Vous hochez doucement la tête. Elle ouvre le coffret. À l'intérieur, un petit pot de verre opaque, une brosse en poil nouée et une tablette de cire gravée d'un calendrier. Elle lit les dates à voix basse. Voilà. Ici, on notait les cycles lunaires pour préparer le bon mélange. Il fallait que l'urine soit récoltée au lever du soleil, le jour où Mercure dominait. Vous sentez une tendresse étrange dans ses gestes. Rien d'instructif. Juste une transmission. Elle vous tend un morceau de papyrus jauni, dessus une recette. Vous la déchiffrez lentement. Une larme d'urine matinale, une pincée de cendre de figuier, 2 grains de sel noir, une goutte de miel pour la douceur et un mot. Souffle. Ce mot, on le prononçait à voix basse pendant le brossage. Pas pour les dieux, pas pour les autres, pour soi-même. Vous fermez les yeux un instant. Ce n'est plus une leçon, c'est un adieu. Avant de partir, elle vous tend un petit flacon de pâte brunâtre. Prends-le, tu peux l'utiliser ou juste le garder, comme une mémoire. Vous le rangez dans votre tunique. Dehors, la nuit est tombée pour de bon. Les bruits de la ville se sont éteints. Vous longez les murs, maintenant familiers. Vous passez devant l'ancienne boutique de Lucius, le temple de Dentonia, la taverne de Titus, et même la Ludus endormie. Partout, les signes d'un monde en mouvement. Un monde qui laisse derrière lui une pratique, et pourtant en garde l'empreinte. Car aujourd'hui encore, dans vos armoires modernes, dans vos dentifrices mentholés, vos bains de bouche colorés, vos gels à microbilles, il reste une trace. Peut-être pas de l'urine, non, mais de l'audace. De cette idée que ce que le corps rejette peut devenir précieux, et que parfois, pour briller, il faut savoir plonger dans ce qu'on préfère oublier. Vous souriez. Pas pour vérifier si vos dents sont propres, mais parce que vous savez maintenant d'où vient ce geste banal, 2 fois par jour, que vous n'avez jamais vraiment regardé en face. Vous êtes entré dans la Rome antique par la petite porte, celle de la salle de bain. En suivant un fil aussi improbable qu'essentiel, vous avez découvert que les Romains se brossaient les dents avec de l'urine. Oui, ce liquide que nous évitons, eux le collectionnaient, le mélangeaient, le raffinaient. Du bain aux strigiles, des parfumeurs aux dentistes, des enfants aux prêtresses, l'urine imprégnait la ville, non comme un déchet, mais comme une ressource. Vous avez rencontré Flavia, dentiste par passion, Lucius, parfumeur au nez affûté, Gaius, artisan du sourire, Titus, collecteur de peau, et même des enfants apprenant l'art délicat du crachat silencieux. Tous vous ont montré un monde où le soin du corps était affaire de matière, de méthode et de courage. Mais le temps a passé. Les bains se sont vidés, les cuves se sont asséchées, et les pratiques se sont perdues. L'urine, jadis précieuse, est devenue une relique. Pourtant, dans chaque rayon de dentifrice d'aujourd'hui, dans chaque goût mentholé un peu trop piquant, il reste un écho. Celui d'un peuple qui n'avait pas peur de frottement, d'odeur ou de contradiction. Un peuple qui avait compris que l'hygiène n'est pas que propreté, c'est une philosophie. Et maintenant, alors que vous vous allongez, les paupières lourdes, vous vous souvenez d'un mot, gravé dans la cire, murmuré en secret pendant les rituels du matin. Souffle, souffle, laisse partir la journée, laisse briller les dents de la nuit. Bonne nuit.